Bonsoir, oui. Alors donc ce soir, 3/4 d'heure, c'est un peu court, mais on va faire ce qu'on peut pour essayer de réfléchir ensemble, enfin vous assistant en fait à la conversation que je vais avoir avec mon ami Sepan Danesh, avec un titre qui je crois est beau et ample dans la mesure où il est le suivant: je pense donc je dessine. Pour préparer, parce que je ne sais pas si on veut parler de préparation, mais en tout cas de discussion en amont, Sepan m'avait raconté la chose suivante, et peut-être en note liminaire, je le cite. Il m'a dit les mots qui viennent. Je venais tout juste d'arriver en France lorsque j'ai commencé le dessin comme moyen de contourner les barrières de la langue et d'appréhender le monde sans dire un mot. C'est par simple nécessité que j'ai élaboré un type de dessin qui me permettrait de rendre visibles les variations et fluctuations de mon imagination par la transformation graduelle d'une idée globale en de petits fragments qui la caractérisent. Pour ce faire, j'ai mis en place une grille de petits rectangles d'environ 2,5 cm de côté, ordonnés d'une façon particulière en colonne verticale sur des feuilles A4. Alors je vous propose que pendant les 3/4 d'heure qui nous sont dévolus, nous parlions de ces petits carrés imaginatifs pour lesquels j'ai beaucoup d'attachement. En fait, ce que nous allons essayer de faire assez rapidement, c'est de réfléchir peut-être et on vient d'y réfléchir il y a un instant autour du sujet qui s'appelait épistémologie du dessin EIN, dessin IN, design. On va essayer de réfléchir à l'universalité du dessin qui nous fait espérer le cogito graphique, le non-empêchement en fait intérieur comme extérieur, quand par toute une série de signes multiples, sans être reproductibles, dévalant la piste des listes d'un Umberto Eco ou se référant aux rubriques d'un web sémantique, il déroule en fait toute une série d'histoires personnelles, des histoires personnelles qui sont à la fois imaginatives et spontanées et qui sont mises en case par Sepan. Et c'est ça qui m'intéresse, selon une grammaire visuelle tout à fait personnelle, déterritorialisée, puisque je pense qu'elle peut être lue depuis partout et à partir de partout, et en même temps avec une signature visuelle identitaire que je qualifierais de persane. Peut-être que c'est intéressant au démarrage, avant d'engager véritablement la conversation, eh bien de parler de Descartes, dans la mesure où quand on a parlé de ce « je pense donc je dessine », c'est bien le cogito de Descartes qui était tout à fait au centre et qui mérite, me semble-t-il, d'être reposé ce soir, anglais évidemment autour d'un cogito graphique. Donc cogito, donc c'est « je pense ». Descartes en avait le principe, vous le savez, de ses méditations métaphysiques, c'est-à-dire la source en fait de l'ensemble de ses réflexions philosophiques. Cogito, on le sait, au départ, c'est un raccourci pour le cogito ergo sum, c'est-à-dire je pense donc je suis, que Descartes prononce dans le discours de la méthode et qu'ensuite il prononce dans les principes de la philosophie, dans ses propositions numéro 7 et numéro 10. Qu'est-ce que c'est que ce cogito qu'il nous propose? Et c'est quelque chose qui est tout à fait emballant. C'est en fait la première idée claire et distincte à partir de laquelle, en définitive, il est possible d'élaborer une réflexion. Ce cogito, il est intéressant. Pourquoi? Parce qu'il garantit finalement l'établissement d'un jugement qui serait indubitable du moment que l'on avance méticuleusement dans son raisonnement. L'idée de Descartes, elle est finalement assez claire et assez simple, c'est-à-dire qu'elle est présente et manifeste à un esprit attentif, mais aussi qu'elle est distincte, c'est-à-dire précise et différente de toutes les autres, qui ne correspond en soi que ce qui paraît manifestement à celui qui la considère comme il faut. Il existe cependant une autre formulation possible du cogito, et ça m'intéresse, qui au sens strict ne correspond pas à ce cogito compris comme affirmation de la pensée, mais qui en est une extension, qui serait le « je suis, donc j'existe » qu'on trouve dans ces méditations métaphysiques. Dans la deuxième méditation, en effet, j'ai regardé ça hier soir, Descartes écrit « je suis, j'existe » est nécessairement vrai toutes les fois que je la prononce ou que je la conçois à mon esprit. En d'autres termes, du fait que je pense, je peux en déduire que je suis, et du fait que je suis, je sais du même coup que j'existe.
Alors, avant de voir la distinction entre ces deux réflexions, je suis, j'existe, et je pense, donc je suis, je pense qu'il faut d'abord saisir de façon un petit peu séminale comment Descartes met au jour son cogito. En fait, dans le discours de la méthode, l'enjeu pour lui est surtout de présenter sa méthode et de lutter contre le scepticisme. En sorte que je pense donc je suis, c'est vraiment l'affirmation que je suis un sujet doué de conscience. Le sujet conscient, c'est Pande ici, est ainsi posé comme ce que la pensée ne saurait éliminer sans se nier elle-même. Il faut bien comprendre que c'est en partant du sujet et de la conscience que Descartes fonde sa philosophie. Certains lecteurs contemporains de Descartes n'ont pas tout de suite compris ce que signifiait ce cogito. Je pense par exemple à Pierre Gassendi. Mais Descartes lui répond que tous les actes que nous connaissons par nos sens ont été auparavant révoqués par le doute. En l'occurrence, et en conséquence, l'absence d'inférence entre le je suis et j'existe montre, je crois, que le cogito, le raisonnement je pense donc je suis, est une idée claire et fondamentale qui permet de constater et non pas de déduire, ce qui est tout à fait différent, que je suis. L'existence ne peut pas être déduite, mais elle est finalement une émanation du cogito. Me disant je pense donc je suis, qu'est-ce que je fais? J'affirme dans le même instant mon existence en tant que conscience. Je suis, j'existe. La présence de ma pensée elle-même, la conscience, est donc pour Descartes une certitude, une idée claire et distincte, à partir du moment où je pose l'acte fondateur du cogito, je pense donc je suis. Alors, je rappelais les choses très brièvement en tête. Pourquoi? Parce que avec ces pendes, on s'est dit que je pense donc je dessine. Pourquoi est-ce qu'on se permet d'affirmer la chose suivante? Parce que tout simplement le trajet de la biographie de Sepand Damnesh me paraît illustrer très fortement ce que l'on affirme ici ce soir comme une assertion courte, mais me semble-t-il en même temps tout à fait saisissante. Donc je vous propose qu'on organise la conversation de la façon suivante. J'aime bien le rythme ternaire et ça tombe bien. On va rappeler, et Sepand va rappeler son itinéraire, parce que la question du territoire, même déterritorialisé, est importante. Son itinéraire depuis ce que j'appellerais la Perse légendaire jusqu'à la France. Ce trajet-là, il est tout à fait intéressant qu'on l'entende sous ces mots. Deuxièmement, j'aimerais qu'il rappelle les stratifications de sa causa mentale, de ses imaginaires, c'est-à-dire finalement tout ce qu'il met dans sa boîte à outils, théorique, pratique, graphique. Et troisièmement, que l'on revienne ensemble sur les processus créatifs qui sont les siens, processus tout à fait particulier et extraordinairement passionnant, dans la mesure où c'est un processus qui s'installe à la confluence, à l'articulation, au carrefour du dessin et d'une grammaire, d'un alphabet qu'on pourrait qualifier d'intrapersonnel. Alors, est-ce que tu peux bien rappeler d'abord ta trajectoire, ce grand voyage qui te mène jusqu'en France, parce que, je répète, ce grand trajet, cet itinéraire, ce parcours-là, c'est ce qui permet, je crois, d'arriver jusqu'à ton dessin. Merci beaucoup, oui, bien sûr. Donc, je suis né en Iran en 1984, comme vous pouvez le constater sur la grille tout à gauche. Pour voir l'écran. Voilà. Et j'ai quitté l'Iran à l'âge de 12 ans avec ma famille. Et donc, c'était une période de conflit en Iran, suite à une révolution idéologique et à une guerre qui était pendant laquelle je suis né. Et donc on a quitté l'Iran, et une fois qu'on s'est retrouvé du coup en France, c'est-à-dire vers 94, là, c'est là sur l'écran, il s'est passé une chose, c'est que j'étais coincé en Iran quand j'étais petit, dans ce contexte-là, et puis par ce désir d'évasion, on quitte l'endroit où on était coincé, sauf qu'on se retrouve en fait coincé dehors, c'est-à-dire dans un monde où je parle pas la langue, je connais pas la culture, et dont absolument toutes les repères que j'ai sont différentes. Donc je suis isolé, un peu marginalisé au collège. Je me retrouve au collège à ce moment-là, dans une classe de CLAD. Donc c'est classe pour, je sais plus quoi, mais je sais même plus si ça existe, ces classes-là, où c'était pour les gens justement qui parlaient pas la langue, et on était complètement isolés. C'était notre cellule à nous dans l'école, et personne ne parlait français. Donc en fait, personne ne pouvait communiquer. On attendait comme ça toute la journée. Les autres venaient de quel pays avec toi dans cette classe? C'était des pays d'Afrique du Nord. Il y avait
ailleurs aussi en Europe, il y avait l'Amérique latine, il y avait un peu... c'était très mélangé. Est-ce que tu étais le seul qui venait d'Iran? Iranien. Alors, j'étais pas le seul Iranien de l'école, mais dans cette classe, j'étais le seul. Tu étais le seul, Oui, d'accord. oui. Et comment tu faisais pour communiquer avec les autres? En fait, on communiquait pas. Du tout. Non, on se regardait un peu, et puis il y avait moi, je jouais bien au foot quand j'étais petit, du coup, ça, c'était un moyen de me faire pas mal de copains. Parce que, voilà, une fois qu'on a marqué un but, tout de suite, on est le héros. Mais sinon, la plupart du temps, j'étais tout seul. Et donc, un jour, à la prof d'art appliqué, ah oui, ma mère m'avait dit tu lèves la main à chaque fois que quelqu'un lève la main, comme ça tu récupères les documents, les polycopies et tout ça. Et donc à partir de là, elle regardait à la maison ce qu'on m'avait donné. Et du coup, un jour, la prof principale, elle dit quelque chose, les élèves lèvent la main, moi je lève la main aussi, du coup super content. Et parce que en fait, je participais à cette classe-là, et de temps en temps, ils m'intégraient dans les classes, par exemple art plastique, musique. Donc je faisais des allers-retours entre ça et l'autre classe. Mais bon, pour moi, c'était la même chose, puisque de toute façon, je ne parlais pas bien. Donc je lève la main comme les autres, et là, la prof écrit mon nom au tableau, avec d'autres noms. Et là, je me rappelle justement l'Iran, où quand on avait le nom au tableau, par exemple, on était puni. Voilà, c'était un contexte vraiment de surveiller, punir absolument là-bas. Et donc je commence à paniquer, à me dire merde, qu'est-ce que j'ai fait Et en fait, la prof, elle met plein de croix devant mon nom, j'en ai plus que les autres. Et là, elle me donne 2 polycopies, je rentre à la maison et ma mère éclate de rire en disant que j'ai été élu délégué. Et en fait, vous voyez, ce genre de choses, en fait, ça a fait que petit à petit, je me suis fait remarquer, parce que du coup, je défendais les élèves comme je pouvais, j'avais que ça à faire, donc c'était génial, quoi. Et du coup, la prof d'art plastique, qui était ma prof principale, et au bout d'un certain temps, elle me dit, mais attends, tu sais, toi, ils te laisseront pas aller tu pourras pas aller, je vais mettre la faute sur moi, tu pourras pas aller en L, en S et tout ça, ce sera ou mécanique ou art. Et du coup, on est allé visiter le lycée mécanique avec ma mère et je lui ai dit, mais c'est impossible, quoi. Je pourrais pas. Je sais, il n'y a pas de mal, mais moi, je pourrais pas. Donc, j'ai tenté un lycée d'art. Et vers l'âge de 15 ans jusqu'à aujourd'hui, j'ai 34 ans, j'ai jamais posé le crayon, la feuille, le feutre, peu importe l'outil, quoi, mais j'ai jamais arrêté. Et du coup, il a fallu justement inventer des méthodes pour pouvoir sortir en permanence de cette situation dans laquelle j'étais empêché ou coincé ou bloqué, quoi. Alors justement, ces outils de désempêchement, ce sont lesquels? Est-ce que est-ce que tu pioches dans un répertoire visuel et aussi dans un répertoire littéraire? Comment est-ce que tu te constitues cette boîte à outils intérieure et ce grand bassin de référence? Parce que ton travail est très référencé et aussi très historicisé, très personnel, mais et dans une filiation et ultra référencé. Alors, il y a eu deux choses que j'ai fait en même temps, mais à chaque fois, c'était pas du tout fait pour que ce soit une œuvre artistique, quoi. Je ne savais même pas qu'on pouvait faire de l'art ou qu'il y avait des écoles d'art. Voilà. Je ne connaissais pas. Donc, la première chose, c'est ma mère m'avait demandé de recopier des livres dans des cahiers pour apprendre la langue française. Et puis, j'ai commencé à les copier dans le livre même, entre 2 lignes. Lesquels? Est-ce que tu te souviens alors, de ce à que l'époque, c'était? c'était un peu le programme scolaire. Okay, mais dès que je commençais à prendre goût, et vu justement mon intérêt pour la littérature depuis que je suis tout petit, j'ai voulu attaquer les grands de la littérature, par exemple La Recherche de Proust, qui a été justement le livre, il est à moitié recopié, et ça a été exposé au musée Macval comme une pièce, en fait. Alors que moi, je faisais vraiment pour... Dans les interstices. Donc dans les interstices. Oui. Mais est-ce que tu l'as en photo? Oui. Dans les interstices, tu recopiais avec quel type de grammaire? La tienne qui était en français. Il n'y avait pas d'hybridation, aucun caractère importé perse, si je puis dire. C'était vraiment pour réapprendre et recopier. Et en quoi cette écriture, quand même, elle a déjà une signature singulière? Elle est singulière ou pas? Ou elle est simplement intéressante parce qu'elle est interstitielle dans Proust? En fait, j'ai cité Thomas Hobbes. Parce que plus tard, je suis tombé sur cette citation et ça m'a marqué. Il disait « Individualiser un objet le rend sujet ». Et en fait, pour moi, l'écriture, à l'encontre de la signature qui est justement la répétition de toujours le même signe, l'écriture, on ne fait pas exprès que ce soit notre écriture. En tout cas, il y a des moments où ça nous dépasse. Et dans ce cas,
le fait de recopier avec mon écriture un texte qui n'est pas le mien, ça individualisait cet objet et qui devenait mon sujet du coup. Ça devenait ton sujet, ça tu l'assimilais, tu l'acculturais, et est-ce que tu avais l'impression aussi d'une francisation par la littérature française, ou c'est pas du tout ça, ou c'était simplement un outil, tu aurais pu le faire sur du Borges, sur du Joyce, sur autre chose, ou est-ce qu'il y avait justement une sorte d'imaginaire français? Oui, il y avait une sorte d'imaginaire français parce que j'avais fait une école primaire, une maternelle française à Téhéran. Parce que comme ma mère voulait qu'on quitte l'Iran, déjà à ma naissance, par exemple, j'ai 2 dates de naissance. Je suis né le 6 mars, mais on a fait les papiers le 4 avril, donc après le Nouvel An iranien, qui est le 21 mars, pour obtenir 1 an de plus pour qu'on puisse me sortir d'Iran, au cas où, par exemple, il faut sortir avant 12 ans, avant 18 ans. Ouais, donc, en fait, c'est très présent, ce désir d'évasion, même avant ma naissance, c'était là, quoi. Donc oui, il y a ce fantasme pour la langue française, et je suis ravi en plus de l'avoir. Mais ça n'empêche que Borges aussi, je l'ai copié, comme d'autres écrivains. Mais contemporalise ce temps de réécriture, tout ça c'est au même moment, non juste simplement qu'on ait des jalons. Tu commences par recopier quoi et pourquoi? Quel est le premier que tu recopies? Le premier que j'ai recopié. Tu t'en souviens? Alors je me souviens plus ni du titre ni de l'auteur, mais c'était l'histoire d'un petit garçon qui était coincé dans une tour. Et donc il rêve de descendre, de s'échapper de la tour en descendant, parce qu'en fait l'idée de la tour c'est que chaque étage qui est fini d'être construit, les gens montent d'un étage et ils construisent infiniment comme ça. Donc lui il veut descendre. Et donc un jour il réussit à descendre et il se rend compte que la tour n'a pas de socle et que les gens prennent les pierres en bas pour les mettre en haut. Et ensuite j'ai fait une pièce de peinture à partir de ça. Et donc c'était ça, mais en fait je me suis rendu compte bien plus tard que tout ce que j'avais choisi finalement c'était vraiment tout ce que je pouvais choisir, puisque je ne voyais que ça, ce désir des empêchements, d'évasion. Et si on parle une seconde dans ton travail, parce que c'est très présent, de la perspective de narration, moi je trouve que c'est une perspective de narration romanesque. Donc pour revenir juste sur sur ce premier travail de réécriture, tu ne réécris que des romans, ou éventuellement tu peux réécrire, écrire dans les interstices d'une poésie et ou d'une pièce de théâtre. Moi, j'ai l'impression, regardant tes dessins, que ce sont des dessins et romantiques et follement romanesques, fondamentalement. C'est une littérature romanesque. Ce ne sont que des romans que tu recopies? Non. J'ai fait beaucoup, j'ai recopié des essais. Mais en fait, pour moi, même les romans que je recopie, c'est une information en fait, j'avais besoin de faire corps avec ça. D'attraper des contenus pour les avaler un peu comme ça? Oui. Et du coup, et faire l'ombre surtout, parce que l'ombre est toujours un peu déformée par rapport à l'objet. Et du coup, mon écriture était aussi déformée par rapport au texte dactylographie. Et du coup, il y avait aussi ça. Et tu peux parler de cette déformation? Déformation, transformation, métamorphose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des écartements de caractères spécifiques, des haussements de majuscules. Ça veut dire quoi? Oui, une cursive particulière. Et non, ce que j'essaye de savoir, tu vois bien, c'est qu'on comprenne les prolégomènes de ton processus créateur. C'est-à-dire, tu recopies, mais tu recopies de quelle façon, en suivant une cursive qui a quelle tête et qui s'intercale de quelle façon? En fait, vous voyez, là, c'est mon écriture qui est entre 2 lignes. D'accord. Donc, en fait, en plus, quand on recopie un texte comme ça à l'écrit, il se passe une chose qui est assez extraordinaire, c'est que pour pouvoir lire, il faut une certaine vitesse. Oui. Sinon, c'est comme si on regardait un film, image par image, un quart d'heure sur l'image, quoi. Et du coup, on ne peut plus lire le livre. En tout cas, pas consciemment. Il y a quelque chose qui s'imprime dans le cerveau, mais c'est pas là tout de suite. Là, c'est très cinétique, c'est très dynamique. Oui. C'est extraordinairement... c'est cinétique, cinématographique. Et on la sent, cette espèce d'impression de vitesse du vide aussi. Tu combles le vide en courant avec tes mots. Ça, combler le vide, ça a été vraiment terrifiant. Et ça, c'est très important pour moi parce que quand on n'a rien à faire, quand on s'ennuie comme moi, je me suis ennuyé pendant des années, le temps d'apprendre à communiquer, de nouveau apprendre à communiquer avec les autres, en fait, il y a un vide qui peut générer énormément de choses. Et c'est ce même vide que je retrouve dans mes dessins et ensuite dans les peintures, dans les coins. D'accord. Et du coup, oui, ce vide pour moi est fondamental et je l'adore, ce vide. Et du coup, la seule solution que j'ai trouvée pour l'apprivoiser, c'est le fragmenter.
en plein petit bout de choses. Donc je vais peut-être montrer une image. Est-ce que tu peux expliquer à quel moment précisément donc ce continu créateur, tu décides toi, comme avec une cisaille, de le découper, et pourquoi c'est la forme carrée continue qui s'impose? Comment est-ce qu'on passe de la cursive au découpage mosaïcal que tu proposes? Et quand est-ce que tu y penses? Est-ce que tu te souviens du moment où tu y penses, et à quel imaginaire graphique ça te renvoie? Est-ce que ça a à voir aussi, je me suis demandé, avec peut-être des comics ou une BD que tu lis Oui. enfant, ou est-ce que ça a à voir au contraire avec des imaginaires persans, j'en sais rien, des miniatures que tu aurais vues ou que sais-je? Quand est-ce qu'on passe donc du continu du vide à la mise en carré? Il y a un lien possible, il y a un possible lien à faire avec les miniatures, mais ça, je ne l'ai pas fait à l'époque. Après, mais, tu l'as fait après? Tu le fais. Même me dire que je peux le faire maintenant, en fait. Maintenant. C'est que les miniatures, on ne les lit pas obligatoirement dans une direction particulière. Oui. On commence où on veut, on finit où on veut. Il y a toujours un texte qui va accompagner ou pas. Mais en tout cas, c'est un espace, en plus avec une perspective qui n'est pas obligatoirement comment dire, point de fuite, c'est-à-dire c'est pas une promesse de quelque chose à venir ou quelque chose qui va partir. C'est là, tout est là. Il n'y a pas d'ombre, donc rien n'est vraiment vrai dans les miniatures. Et ça me plaisait comme page, en fait, comme composition. Et donc, écrire, même si j'en suis complètement obsédé, je voulais le faire avec une autre façon, une autre méthode. Mais le dessin ne suffisait pas tel que moi je le connaissais, c'est-à-dire une grande feuille avec un dessin composé à la façon des miniatures, mais plutôt une linéarité, mais qui peut se lire comme on veut. Mais ça, je trouve que c'est ça qui est qui crée une forme d'excitation par rapport à ton travail, c'est que tu laisses le champ libre. C'est-à-dire qu'effectivement, la première fois que j'ai vu tes dessins, je me suis dit, tiens, bon sang, comment je vais lire ces dessins? Dans quel sens je le fais? Et je me suis amusée certainement dans un exercice mental à créer les diagonales qui me plaisaient, les obliques qui me plaisaient. Il y a la possibilité aussi de refaire et re-refaire dans tous les sens possibles. Pas du tout adepte des mots croisés, c'est même le moins qu'on puisse dire. J'y ai trouvé en fait, tu offres une capacité d'invention. Et c'est en cela que dans quelque chose de très intuitif et d'imaginatif, il y a le cartésianisme que je trouve, c'est-à-dire que c'est à la fois très protocolaire, très réglé, et dans ce protocole et dans cet espace réglé, c'est l'imagination surgissante que tu nous proposes à tous. En fait, je connaissais tellement peu de choses que les combiner, c'était très facile. C'est-à-dire il y avait l'écriture japonaise, verticale. Oui. J'espère que c'est pas l'écriture chinoise, je sais pas. Vous voyez, même kanji, aujourd'hui, je sais pas. Oui, voilà. Ouais. Il y avait, j'avais vu les hiéroglyphes. Oui. Je trouvais ça intéressant qu'en fait chaque figure raconte une histoire qui peut se composer avec tous les autres du coup. Mais c'est toujours le même qu'on va ramener. Et puis l'écriture maya où on a toujours ces petits carrés avec un visage, quelque chose comme ça. Et du coup, j'ai combiné tout ça et ça a donné ce projet-là. Sauf que ça, c'est la première feuille que j'ai fait il y a, je sais plus, il y a 15 ans, 20, peut-être près de 17 ans maintenant. Est-ce que tu inventes au départ? Parce que moi, j'ai essayé de voir ça et je me suis dit, en fait, c'est faux. Mais je crois que je me suis trompée jusqu'il y a un mois. J'avais cru que tu inventais une grammaire, que tu créais un répertoire iconique, et j'avais eu le sentiment de revoir, que tu piochais là-dedans, que tu t'en servais, que tu faisais des emprunts dans quelque chose que tu avais fixé effectivement il y a déjà longtemps. J'avais l'impression de revoir des figures. Et en fait, maintenant, j'ai l'impression que tu incrémentes de façon innovante à chaque dessin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Ce sont des alphabets qui chaque fois sont oubliés, non? En fait, oui, c'est ça. Où est-ce qu'ils reviennent? Mais en fait, exactement. Mais en fait, la chose, c'est que on a essayé capturer la vie, le temps qui passe. C'est impossible. Donc, la seule chose qu'on peut faire, c'est laisser le flux y aller. Et en laissant les choses se faire, finalement, ça se manifeste. On se rend compte d'un coup qu'en fait, ah oui, tiens, cette idée-là, je l'avais eue. Ou cette idée-là, elle change de forme. On la voit évoluer. Sur 15 ans de dessin, je vois quand les objets évoluent. Et du coup, c'est très bizarre parce que je ne sais plus si
si c'est voulu ou pas, si c'est, je sais plus. Est-ce que tu peux, peut-être pour qu'on te suive bien, expliquer justement ce qui se passe, toi, devant la feuille, c'est-à-dire que est-ce que d'abord les carrés sont posés vides et tu les remplis à mesure et tu y as déjà réfléchi avant, ou bien, tout ça c'est de la rhétorique mais c'est pas grave, je le dis quand même, ou bien tu te dis alors le carré 1 est rempli de telle façon que le carré 2 du coup ça va s'emboîter vers un carré 3 qui donnera quelque chose, c'est-à-dire que est-ce que c'est un effet d'enchaînement dans la spontanéité de ton geste, ou est-ce que devant la feuille blanche tu as peut-être déjà une idée de la mosaïque finale? En fait, la seule chose dont je suis sûr, c'est la grille. C'est-à-dire... C'est tout? Oui, les c'est carrés. tout. Et les carrés, je ne les dessine pas au début. Tu les dessines à au mesure? Fur et à mesure, oui. Et en fait... Est-ce que tu t'es déjà arrêté à mi-parcours, c'est-à-dire tu bien fais sûr, 2 bandes bien et sûr. basta? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Et Qu'est-ce puis je peux qui te reprendre plus donne tard. Oui, mais est-ce que tu peux te dire 2 bandes et basta, j'arrête? Non, Qui donne le justement. final? Non, j'ai En l'impression fait, que tu c'est couvres dessin tout. par dessin. Oui. Et tu couvres toujours tout, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais, il y a pas Si, de blanc. il y a des blancs? Il y a parfois des blancs, mais là, ça va être difficile sur l'ensemble des dessins d'en trouver. Mais Peu importe, ça veut dire que tu peux t'arrêter, décider, puisque donc les carrés ne sont pas préétablis et pas prédessinés. Tu fais comme tu veux. oui. Et puis le temps n'existe plus à ce moment-là, puisqu'on le réduit à plein de petits instants. C'est vraiment... Il n'y a plus rien. Il y a un va-et-vient permanent entre le monde réel dans lequel on est en train de dessiner et le monde imaginaire qui va fournir justement les informations. Est-ce que tu peux parler aussi dans ces carrés, parce qu'il me semble qu'il y a 2 carrés très différents. Il y a un carré très, on va dire, dans la veine Marjane Satrapi, très noir et blanc, très un peu aussi expressionnisme allemand. Et puis il y a des carrés extraordinairement colorés, joyeux, qui font rire et qui ressemblent presque à des drapeaux flottants avec des formes très symboliques et très historiées. Comment tu passes de l'un à l'autre? Est-ce qu'il y a des cycles dans ton travail où tu es dans des cycles noir et blanc, et où de temps en temps, et à quel moment surgit la couleur, et pourquoi les aplats de couleurs? En fait, au début, la seule chose qui était importante, c'était la taille du carré. Il fallait que ce soit tellement petit qu'il n'y ait pas de danger, pas de risque, pas de jugement, pas de virtuosité, rien. Juste un geste qui est lié à un moment. Et donc quand j'ai fait ça... Qu'est-ce que tu voulais montrer dans ce geste? Que j'existais, que j'étais là. Que, comme le fait de laisser la trace de mes yeux entre 2 lignes de ce que je lisais, c'était pour montrer que je l'avais lu. Et le fait de faire ces dessins, c'est pour montrer qu'en fait, tout ce temps qui passe, bah, il est vraiment passé. Et du coup, le symbolique des signes qui sont à l'intérieur des carrés, finalement, je ne l'ai jamais étudié, je ne veux pas l'étudier non plus. C'est prétextuel, tu dirais? Oui. C'est un prétexte à une narration personnelle qui n'a pas vocation à être explicitée pour les autres. Est-ce que les autres et est-ce que nous, on a vocation à rentrer dans chaque carré? Ou est-ce que tu crées aussi une mise à distance parce qu'on regarde en fait les carrés big picture et pas chaque carré à carré? En fait, moi, quelquefois, j'ai envie de regarder carré à carré et je me dis, mais je comprends rien, je vois pas ce qu'il a voulu mettre dans ce petit carré-là, je ne sais pas. Et c'est finalement en se décalant et en faisant le pas de côté qu'on prend conscience qu'il y a effectivement une composition globale. Mais je me suis dit, c'est peut-être moi qui n'ai rien pigé. Est-ce que tu veux quand même qu'on comprenne les carrés ou pas? Alors, je pense que ce que je veux qu'on comprenne, c'est l'état d'esprit, c'est la philosophie derrière ce projet. Parce que maintenant que je fais dessiner les gens, à environ 300 personnes, alors que j'ai commencé à faire dessiner, je pense qu'il y a à peu près 6 mois, même pas, peut-être un peu plus, j'ai vu qu'il y a une structure qui se révèle une fois qu'on arrête de lire les carrés un par un. Mais en même temps, il faut les lire. C'est-à-dire, je vois combien d'images mentales il faut pour que la personne qui est en train de dessiner, en tout cas combien il faut à cette personne pour se déconcentrer, pour se concentrer, pour rire. Et c'est assez impressionnant. Est-ce que tu peux expliquer, donc ces temps-ci, moi je trouve ça je te les lis tout de suite, il y a et beaucoup d'humanisme et beaucoup de générosité et l'acceptation de faire rentrer les autres dans ton univers, c'est très beau par rapport, on va dire, à une légende un peu noire des artistes qui seraient assez égoïstes et assez centrés sur eux-mêmes. Ton travail, au contraire, très très ouvert. Est-ce que tu veux bien parler de cette bibliothèque des images, de cette encyclopédie des autres que tu fais rentrer?
Je répète, un, c'est très beau. Deuxièmement, il me semble que c'est un projet qui est à la fois et politique et esthétique. En fait, la première fois que j'ai fait dessiner des gens, c'était un hôpital psychiatrique à Dinan, en Bretagne. Et c'est parce que j'étais en résidence, ils ont vu mon travail, ils ont dit, ça dit de faire ça avec nous. J'ai dit oui, à une condition, c'est que les médecins et les infirmiers participent aussi. Parce que Pas les patients? Si, Ah, tout le tout le monde. monde. Ok. Oui. Et du coup, ils ont dit d'accord. Et j'ai expliqué rapidement comment ça marche et tout ça. Et en fait, et personne n'a réagi. Et je me suis dit, oula, là, ça va être. J'avais hyper chaud, un peu stressé, je savais pas trop comment ça allait se passer. Et je distribue des feuilles A4 avec des petits carrés vides, déjà un peu organisés comme moi je le fais dans la page, pour leur faciliter un peu la tâche. Et en fait. Et tu dis quoi comme consigne? Excuse-moi, juste tu dis Je on va dis faire juste, quoi? Tu dis on va faire quoi? Non, je dis juste que j'ai commencé à une époque où je parlais pas bien la langue et que c'était pour pouvoir m'exprimer simplement et sans risque, sans danger. C'est tout ce que j'ai dit. À eux, la demande de, on va dire, d'être situationniste du carré, c'est quoi? Tu leur demandes quoi? De dessiner ou dedans ou dehors ou comme ils veulent en fait. Quoi? Y a pas de... Tu dis quoi? Rien, tout ce qu'ils veulent. Dessiner. En fait, j'ai même pas le temps intransitif? j'ai même pas le temps de finir ma phrase que Ils les sont gens déjà- ils sont commencent. jetés dessus. D'accord. J'ai fait un autre événement dans un lieu qui s'appelle le 11e lieu à Paris il y a quelques mois. Il y avait une centaine de personnes et j'avais fait venir un musicien kurde qui a fait de l'acoustique live en même temps que les gens dessinaient. J'ai dû demander aux gens d'attendre 2 minutes pour que j'ai fini ma phrase, quoi. Et du coup, c'était génial. Et du coup, je fais ce travail avec les patients, les médecins et les infirmiers, et il s'est passé un truc incroyable. Je voudrais que tu viennes juste sur cette histoire de rythmique. C'est très important parce que toi, tu as une rythmique rapide. Et alors même que tu dis rien, les gens, ils vont aussi dans ta rythmique rapide. Alors, pas aussi rapide. Non, ils s'y mettent. Mais après, justement, ce qui s'est passé d'incroyable avec ces gens-là, c'est que les patients n'avaient aucun problème à dessiner. Et ils dessinaient des choses que moi, au bout de 10 ans, j'avais pas osé dessiner. Il n'y avait pas une seule bite ou je sais pas, un truc comme ça dans mes dessins. Et là, c'était immédiat, quoi. Les infirmiers, c'était 1 point, 2 points, 3 points, ou 1, 2, 3, 4. C'est comme s'ils comptaient les médicaments ou les patients. Et les médecins, c'était un soleil, un nuage, 2, 3 dessins, et puis s'arrêtait là. Et à ce moment-là, comme je connais rien en fait à tout ça, je me suis dit, ça, c'est un truc de fou, quoi. Ça m'intéresse. Qu'est-ce qui fait que, quand même, les médecins, ils font tous presque le même dessin, les infirmiers aussi, et les patients, ils ont une vraie personnalité dans leur dessin, quoi. Ça veut dire que donc la corporation et d'où les gens venaient l'emportaient donc dans l'hôpital, que eux c'était leur corporation qui dessinait, ou en tout cas l'imaginaire de ce que j'entends assez pauvre de la dite corporation, et que les patients, eux, étaient par définition hors corporation et purement individuels. Oui, et qu'il y a un monde intérieur qui est en attente. Oui, il y a sortir. Un monde chez tout le monde, en fait. Et du coup, pas dans ceux qui étaient dans la corporation, dans la mesure où c'était super basique et low cost, au contraire. Oui, mais justement, eux aussi, ils peuvent... je suis sûr que si j'avais fait, par exemple, si je leur avais donné des dessins à faire chez eux, et pas avec les blues dans l'hôpital, parce que là, ils avaient le rôle qu'ils devaient avoir. Mais sinon, je pense qu'ils auraient fait... Bien sûr. C'est en contexte. Oui, c'est ça. En contexte. Et du coup, je me suis dit, tiens, mais ça m'a tellement fait peur que j'ai arrêté de faire dessiner les gens. J'ai continué, moi, à le faire. Et puis, il y a comme je disais, un peu moins d'1 an, je me suis dit, allez, c'est peut-être le moment de faire ça. Du coup, là, je fais ça dans des centres d'art, dans des collèges, dans un collège, avec plein de gens individuellement. Et puis, c'est extraordinaire. Et puis, j'ai vu des choses incroyables. Est-ce que tu peux expliquer le protocole? Là, tu parlais tout à l'heure de musique kurde. Moi, je postule qu'il y a beaucoup de liens entre la musique et le dessin. Et là, en tout cas, dans ton travail, la question de l'improvisation aussi est tout à fait intéressante. Est-ce que tu peux parler de dessin versus improvisation versus rythmique musicale? Parce que c'est ça aussi qu'on voit, premièrement, il donne envie de danser, ton dessin. Deuxièmement, c'est un dessin musical. Et troisièmement, cette part grande faite à l'improvisation, la tienne et celle des autres, qui est acceptée dans ton dessin, je répète, c'est très généreux. Et cette impro, elle est aussi ta signature, non? Alors, sans vouloir faire ma propre psychothérapie en live, j'ai toujours rêvé de faire de la musique. Mais alors, à un niveau
Et j'ai jamais pu en faire. Du coup, c'est peut-être un peu ça. Bah, tu commences demain matin. Du coup, j'ai acheté plein d'instruments de musique qui sont là pour décorer chez moi. Mais est-ce que pendant les performances, donc quand tu es avec les autres, est-ce qu'il y a de la musique? alors là, tout à l'heure, quand j'ai fait dessiner les enfants, et j'ai fait dessiner la plus jeune de toutes les personnes que j'ai jamais fait dessiner, qui a 4 ans, c'était génial. Il n'y avait pas de musique, Ouais. donc je me suis excusé auprès d'eux de ne pas avoir de musique. Et en fait, la musique, pour les enfants, c'est même pas nécessaire parce qu'ils se déconnectent de la réalité à une vitesse. Ça va tout seul. Mais par contre, pour les autres, j'ai pas envie de dire les adultes, je sais pas quoi, mais parfois ça fait du bien d'avoir une musique qui vient d'un autre monde ou qui n'a pas les mêmes rythmiques justement, et que c'est de l'improvisation. Ça importe un imaginaire, enfin je veux dire, mettre dans un lieu un espace de la musique kurde, je veux dire, c'est pas du tout c'est signifiant. Ça produit et ça fabrique quelque chose dans l'environnement. Est-ce que tu as testé avec d'autres types de musique, et qu'est-ce que la musique fait à ton travail et fait à ceux qui jouent avec toi dans ton travail? Parce qu'il y a une forme de jeu, hein, c'est aussi un travail qui est très ludique. Hein. Je pense que la musique, ça crée un lieu, ouais. Ça crée un espace. Oui, un espace, oui. Et s'il n'y a pas cette musique, du coup, c'est ça le vrai espace. Et ça, parfois, c'est moins agréable. Et du coup, on est plus empêché là-dedans. La musique désempêche. On parlait d'empêchement, oui, désempêchement. C'est aussi, ça. elle aide C'est-à-dire, à casser la cage. En fait, quand on écoute une musique, on se concentre sur une chose. Et cette chose, elle disparaît immédiatement, puisqu'elle est là. C'est comme ça qu'elle fonctionne, une musique. C'est qu'il faut écouter les notes et puis ça disparaît tout de suite. S'il y a une seule note qui reste, c'est plus une musique. C'est un acouphène. Est-ce que parfois, dans les carrés, il y a une notation musicale? Ça arrive, c'est-à-dire quelqu'un qui capture en fait la note et qui se met presque justement dans une improvisation où il y aurait cette idée de la pensée des seins ou de l'oreille des seins en l'espèce. Bim, j'entends un sol, clac, je dessine un sol. Alors ça, je ne saurais vraiment pas le dire parce que il y a un vrai travail du coup d'analyse, de réflexion sur les parties symboliques des dessins. Et ça, et tu n'y reviens pas sur tes dessins? Est-ce que justement tu as envie de les analyser, ou une fois qu'ils sont faits, allez hop, pas poubelle, mais de côté, tu n'y reviens pas? Non, alors les dessins, au début, je voulais pas les montrer, je voulais pas les vendre, je voulais rien faire de mes dessins. Et puis un jour, ça a été vraiment dur, hein, mais j'ai accepté de les exposer. J'ai baissé le prix au plus bas, au maximum. Excuse-moi, il y a les exposer, mais il y a toi, avant de les montrer aux autres, éventuellement de les vendre, toi, qu'est-ce que tu en faisais? J'imagine que... Non, Si, justement, moi j'ai tout scanné. J'ai tout archivé, tout scanné en ordre chronologique. Est-ce que ça constituait un répertoire iconique pour toi, des formes que tu regardais, re-regardais, que c'était un peu mantrique comme ça dans ta tête ou pas? Justement, ce que je disais par rapport à les ventes, c'est important parce que à chaque fois que j'offre un dessin à quelqu'un ou que je vends le dessin ou qu'il part, il est plus chez moi, là, il est pour toujours chez moi. Je ne sais pas comment on dit. Oui. Et du coup, je fais en sorte de faire partir les dessins dont j'ai déjà fait les pièces ou les trucs comme ça. C'est pour ça que je racontais ça. Et, mais j'en ai tellement que de toute façon, c'est infini, quoi. Est-ce que ça crée une complétude d'en avoir comme ça beaucoup? Ça remplit le vide dont tu parlais tout à l'heure. Il n'est pas question ici de faire de la psy à 2 balles, mais est-ce que ça a une fonction quand même de remplir du vide, ou c'est simplement aussi la joie et le plaisir au dessin, toujours de Jean-Luc Nancy, de se dire ils sont là, ça me fait du bien, ils ont presque une fonction de care. Ils t'accompagnent? Est-ce que oui, est-ce qu'ils ont cette fonction-là? Est-ce que tu leur désignes ce statut-là? Ils m'accompagnent comme les livres m'accompagnent. C'est-à-dire un livre, c'est tout petit, ça rentre dans un sac, mais il y a tellement de choses à l'intérieur. Et les dessins, c'est pareil. Je dis j'en ai beaucoup, mais concrètement, si je les mets tous ensemble, ça tient dans un petit sac. Hein. C'est juste que c'est des centaines et des centaines de pages. Mais tout à l'heure, j'ai fait 250 photocopies, ça fait ça d'épaisseur. Hein. Finalement, c'est beaucoup en peu de place. Et ça me plaît bien. Voilà. Et le répertoire, dont peut-être, je ne sais pas, hein, peut-être on peut montrer. Est-ce que je vous gêne? Non, je ne gêne pas. Ah oui, si c'était important, vas-y, explique comment donc par rapport au répertoire, voilà, pour l'instant, on a combien de temps encore? C'est bon.
On a le temps, oui, vas-y, Oui. explique comment tu vas donc à tes peintures, Je parce vais qu'après tout, c'est l'actualité d'aujourd'hui dans ton travail. Et moi, ça m'intéresserait justement en termes de processus créatif, comment tu sautes des carrés à cette peinture. Alors, un jour, je me suis rendu compte qu'en fait, le petit carré, c'est un mini hub. Alors, un hub, donc HUB, c'est une plateforme de connexion. Donc, hub d'aéroport, c'est la salle où on va tous se réunir pour ensuite chacun prend son avion. Hub USB, c'est un toute petite boîtier où on branche plein d'USB dessus. Donc, je me suis rendu compte que le petit carré, c'est un mini hub qui me permet de me connecter comme une sorte de plateforme de connexion multiple à mon monde imaginaire. Donc, plus il y a de petits dessins, et plus mon monde imaginaire s'exprime et se connecte au réel. Donc, au bout de plusieurs années vraiment de réflexion sur cette idée, et le fait d'avoir tenté la couleur et puis la matière avec la peinture, je me suis rendu compte qu'il y avait un autre espace qui faisait exactement la même chose, mais avec une dimension supplémentaire. C'est-à-dire, on passe du 2D à la 3D. Pourtant, c'est une peinture, donc c'est en 2 dimensions. Hein. Tout est peint, il n'y a pas d'objet, il n'y a pas de volume. Oui, est-ce que le volume, il n'est pas créé par la matière, par la densité de la Le matière volume est créé justement par le monde imaginaire. Oui. Donc, je peins des pièces comme ça, avec toujours un coin. Donc, ce lieu dont je vous parle, c'est le coin. Premier degré, quand on envoie un enfant dans un coin, on pense le punir, mais en fait, on le connecte à son monde imaginaire. Donc, c'est raté. Faites plus ça, faites autre chose. Donc, le coin, je me suis rendu compte que c'est un espace qui est marginal, vide. On parlait du vide tout à l'heure. Mais n'empêche, en fait, c'est un lieu qui peut nous connecter à notre monde imaginaire. Et je suis parti de ça, et depuis, avec la même obsession, depuis 6 ans maintenant, je fais la collection de tous les objets, tous les lieux, toutes les idées qui sont liées à ce que je vous racontais tout à l'heure, c'est-à-dire les plateformes de connexion entre le monde imaginaire et le monde réel. Là, c'est les Stone Age. Donc, c'est la domestication de la nature. Hein, c'est des pierres qu'on va suspendre. Et ça crée un cercle avec un intérieur, un extérieur et des passages entre ces deux mondes. Donc, pour moi, c'est un hub. Alors, est-ce que c'est un hub spirituel? Est-ce que c'est... je ne sais pas, j'en sais rien. Mais je sais que c'est un hub. Donc, je laisse ça en mémoire et je reviendrai dessus plus tard pour y réfléchir, comme je fais dans mes petits carrés. Est-ce que là, est-ce que tu titres ces peintures? Je titre très mal et je pourrais presque changer les titres à chaque coup, mais oui. Là, c'était Stone Age. Donc, c'est important ou c'est pas important? Non, c'est ancillaire. En fait, je me dis, il faut les titrer quand même pour laisser des pistes. Oui, par exemple, une trace. Cette pièce s'appelle Ulysse. Ouais. Alors, c'est impossible de dire pourquoi, hein, mais moi, je sais. Parce que je me suis rendu compte que, donc dans le même désir d'évasion que moi j'ai, Homère, qui signifie finalement, qui signifie otage, était aveugle. Donc, il invente un personnage qui est Ulysse, qui crève l'œil du cyclope, donc aveuglement, et qui va se fuir. Et donc Homère, si je m'écoute bien, utilise son personnage imaginaire qui est Ulysse pour s'échapper. De quoi? De sa condition d'aveuglement. Donc je fais cette pièce et j'imagine une architecture mentale de quelqu'un qui est dans cette situation. Donc il est coincé au milieu l'histoire d'Ulysse, il prend le bateau et puis il est perdu dans l'océan, dans les mers, et puis il va de rive en rive et ensuite quand il revient chez lui, il est clochard, il a tout perdu. Et on le reconnaît même pas. Donc en fait, je me suis dit, tiens, quelle serait l'architecture mentale de quelqu'un? Donc j'ai imaginé cette architecture complètement inutile, mais qui sert justement à être perdu. Donc vous voyez, c'est pour ça que je l'ai appelé Ulysse. Mais en fait, je pense qu'on ressent ça même sans l'histoire. Et c'est ça un peu l'intérêt. Est-ce que donc tu pourrais dire en fait que tu penses, tu existes, donc tu dessines, ou comment est-ce qu'on peut organiser la triade des 3 verbes? Est-ce que tu penses, est-ce que tu existes, donc tu penses, donc tu dessines? Est-ce que tu dessines, donc tu penses, donc tu existes? Comment tu organises la triade? Le seul moyen que j'ai eu pour montrer, pour rendre visible que je pensais, c'était de dessiner. Et c'est pour ça que je voulais appeler je voulais qu'on parle de ça autour de je pense, donc je dessine, ou je dessine,
Donc je pense parce que le chiasme marche aussi. Peut-être que tu expliques aussi pourquoi l'inversion est certainement aussi vraie que la première. Juste parce que je me suis dit, tiens, comment je pense? Je pense par petits fragments. Là on est tous en train de... Nous, on parle, vous nous écoutez, mais on pense à plein d'autres choses en même temps. Moi, je voulais capturer tout ça. C'est pour ça que j'ai réduit la taille du dessin, pour avoir le temps, parce que ça va vite, de capturer chaque inflexion de la pensée, chaque moment qui passe. Je voulais l'avoir. Je me suis dit, j'ai pas beaucoup de choses. Et à l'époque, j'ai fait ça parce que c'était un stylo bic et une ramette de feuille A4. Et ça coûte bon, c'était en francs à l'époque, mais je sais plus combien. C'était pas cher, quoi. Et c'était suffisant pour capturer. Alors que les mots, ça m'embêtait parce que c'était ou en persan, ou en français, ou plus tard en anglais. Et ça suffisait pas. Je voulais quelque chose qui dépasse justement le mot. Donc, est-ce qu'il y aurait donc justement, et ça va peut-être être un peu le mot de la fin, est-ce qu'il y a donc cette universalité du dessin? Est-ce que c'est ce territoire universel immédiatement compris, et peut-être encore plus immédiatement compris qu'il est fragmenté, et que quand il est fragmenté, il crée des phrases? Est-ce que c'est cette université-là dans laquelle tu es bien? Ah oui, et tous les matins en me réveillant, je me dis yes, une journée de plus où je peux travailler là-dessus. Parce que justement, je me dis, il faut que je puisse partager ça avec un maximum de gens et donner envie aux gens de justement rompre avec la linéarité, avec cette chose qui nous rassure. Parce qu'être coincé, finalement, c'est hyper rassurant, sinon on n'aurait pas construit tout ça. Donc, mais en même temps, on est coincé. Donc ce paradoxe, il m'intéresse. Et l'universalité, il est dans ce paradoxe-là. Je pense qu'on l'a tous. Oui. Je pense. Hein. Oui. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez poser... Alors, moi, j'ai juste un petit cadeau pour tous les gens qui sont là. Donc, je vais vous faire passer. C'est un cadeau empoisonné, évidemment. Comme tous les cadeaux. Et puis, le temps que je vous... passer le temps que... Oui, attends, je vais juste enlever un truc. Merci. Donc, merci beaucoup de faire ça, j'aurais pu le faire. Fais travailler. Voilà. Donc prenez une ou deux ou autant de feuilles que vous voulez, sinon vous pouvez les photocopier, hein, ça marche aussi. Vous pouvez faire ça chez vous. Juste, je vous préviens, moi ça fait plus de 15 ans que je fais ça et on ne peut pas s'arrêter, je pense. Et j'espère que ça vous créera d'autres projets comme... Chez moi, je fais de la peinture et j'ai d'autres choses. Donc voilà. Vous avez des questions? Je ne sais pas. Est-ce que vous... Oui, ça passe, c'est bien. Est-ce que vous avez des questions à poser à ces pandes? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Quand vous parliez, vous avez décrit cette expérience à l'hôpital avec donc des infirmiers, des médecins et des patients. Et vous avez décrit, donc vous avez constaté en fait quelque chose d'assez sur lequel vous êtes arrêté parce que c'est assez incroyable, mais vous avez dit que ça vous avait fait peur et que ça vous a fait arrêter de faire dessiner les autres. Qu'est-ce qui vous a fait peur justement dans cette mécanique? Est-ce que c'est cet aspect dont vous décriviez de se cantonner justement à un contexte qui restreint, ou est-ce que c'était la liberté des patients? En fait, c'est beaucoup plus simple et centré sur moi. C'est que pendant tellement longtemps, j'ai été isolé, marginalisé, un peu mis de côté, que c'était la première fois où je me rendais compte qu'en fait, quelque chose que j'avais inventé par nécessité, ça fonctionnait aussi avec les autres. Et c'était effrayant. Je me dis, en fait, je suis là. Et je me suis vraiment cogné à cette réalité-là. Et c'est ça qui m'a fait peur. Hein. C'est juste manque de courage. C'est pas du tout... justement, j'aurais adoré continuer de faire ça avec eux. Mais c'est juste j'ai eu peur, quoi. Voilà. Et là, j'ai un peu moins peur. Du coup, je le fais beaucoup plus avec les gens. Et c'est juste que aujourd'hui, j'ai ma pratique. Je travaille avec pas mal de personnes qui sont très bienveillantes, comme Agnès. Et puis voilà, tout ça, ça donne envie de partager encore plus, en fait. C'est ça. Je pense que c'est parce que ton travail est bienveillant. On disait que c'était un travail qui rend heureux, mais il est bienveillant. C'est un peu comme si vous aviez créé un nouveau langage pour communiquer, finalement. C'est un langage qui n'a pas de langue. En fait, je ne sais plus quelle est la différence entre langage et langue, mais en fait, c'est un langage qui n'a pas de langue.
Oui, ou les signes se créent. Oui, en direct, quoi. In progress, oui, complètement. Mais il faut penser. Et c'est ça qui m'intéresse. Mais pensez pas obligatoirement consciemment. Parce que moi, j'ai des pièces incroyables de gens qui ont fait des dessins, mais en 2 minutes, la page elle est remplie et c'est formidable, quoi. Je sais pas comment ils ont fait. Et c'est que des gestes, hein, c'est même pas que des gestes, quoi. Je trouve ça. Et comme j'ai des gens qui passent un temps fou à faire une composition où en fait il y a un dessin qui traverse tous les carrés. Donc je me dis mais attends, mais qu'est-ce que c'est en fait? Donc heureusement je collabore avec pas mal de personnes qui eux savent et qui peuvent en tout cas mettre en pratique ce qu'ils savent. Moi j'en sais rien. Juste je constate, je fais des notices pour me rappeler et puis c'est tout. Et les gens me laissent leurs dessins ou m'envoient par mail ou par la poste. Je trouve ça incroyable quand même. Oui, il y a du don contre don là qui est oui, très beau. C'est génial. Oui, c'est très beau. La pratique est très belle. Et l'exercice aussi. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites que vous travaillez avec des gens qui, eux, savent? Vous travaillez avec des psychologues? Oui, par exemple, psychologues qui me donnent leur avis avec le cas d'un enfant autiste. Mais je suis pas En fait, je vais pas suivre après parce que je sais pas faire ça. Mais un enfant autiste qui a du mal à passer d'une chose à une autre chose. Par exemple, enlever son pull, éteindre la lumière. Le passage, c'est difficile. Donc moi, ce que j'ai dit, c'est proposer-lui de faire un premier petit dessin s'il y arrive. Et dans ce cas, inviter son monde imaginaire à s'exprimer et diriger ça petit à petit pour passer d'un cheval à une chaise en 60 dessins sur une page. Et il faut qu'il comprenne qu'en fait, il faut qu'il se rappelle du chemin. Et petit à petit, peut-être que ça peut l'aider. Mais ça, c'est une intuition. Je ne sais pas si ça marche. Mais comme j'échange, ça me donne des idées. Ou là, à l'école, je ne sais pas combien de temps il nous reste. Hein, mais je ne sais pas quelle heure mais c'est vrai que je sais pas. Là, à l'école, il y a 40 élèves, 20 élèves que j'ai fait dessiner, 4 séances de 2 heures. Et après, on met tous les dessins sur une très grande table, on se pose tous. Et là, je leur demande de décrire, de parler des dessins, donc ça devient un bordel pas possible. Mais moi, je savais ce que je faisais, donc je commence à organiser les dessins par affinité. Donc un dessin plutôt coloré ou plutôt écrit, je vais les organiser comme ça. Et là, je leur dis, bon, alors levez-vous et asseyez-vous devant votre dessin. Et là, d'un coup, ils se sont rendus compte qu'en fait, qu'ils sont connectés aux personnes qui étaient à droite et à gauche. Parce qu'ils pensent, la structure est la même. Peu importe symboliquement s'il y en a un qui préfère une banane et l'autre un sourire ou une lune, mais c'est la structure de l'objet qui est intéressant. Et ils étaient connectés. Et quand ce genre de choses arrive, moi je suis hyper content. Mais c'était de l'improvisation totale. Je n'avais pas réfléchi ça avant. C'est juste que j'ai senti le truc et j'ai proposé. C'est pour ça que je dis, moi je sais pas. Moi, je dessine et puis je fais mes peintures. C'est tout, quoi. Je sais pas faire. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci.